Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en question, le podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe quand les affaires climatiques sont portées devant la justice. C'est une première. L'État vient d'être reconnu un responsable d'inaction climatique par la justice. Le délibéré de l'affaire du siècle a été rendu ce matin par le tribunal administratif de Paris. Avec l'affaire du siècle, nous venons ensemble de faire condamner l'État pour inaction climatique. Pour que l'État respecte enfin ses engagements pour le climat. Pour qu'il arrête ces beaux discours qui ne sont jamais suivis d'actes concrets. 2,3 millions qui ont signé la pétition depuis 2 ans. On peut d'ailleurs toujours le faire. 2,3 millions de ras-le-bol entre ce qui est dit et ce qui est fait. Forcer les États à agir enfin face à la crise climatique, c'est l'ambition de l'affaire du siècle et de nombreuses initiatives qui se développent à travers le monde pour porter les affaires climatiques en justice et faire un procès aux États pour inaction climatique. Alors, l'affaire du siècle, vous en avez sans doute déjà entendu parler, c'est une initiative portée par 4 ONG, Notre Affaire à tous, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam et Greenpeace, qui a connu un grand succès, médiatique mais également juridique, au cours des derniers mois. Alors on va revenir en détail sur ce que ça veut dire que porter l'action climatique en justice. Pour en discuter, je suis comme d'habitude avec Gilles Ramstein, paléoclimatologue, et Sylvestre Huette, journaliste scientifique. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et c'est surtout Sylvestre que nous entendrons dans l'épisode d'aujourd'hui, et nous aurons la chance d'être rejoints par Martha Torreschob en deuxième partie, qui est spécialiste de ces questions de droit de l'environnement et du réchauffement climatique. Alors Sylvestre, toi tu suis ces sujets depuis très longtemps, et là, ces dernières semaines et ces derniers mois, on a eu une actualité extrêmement riche en matière de droit de l'environnement. Il y a un peu plus d'une semaine, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu pour la première fois que disposer d'un environnement propre, sain et durable est un droit humain et a créé un poste de rapporteur spécial spécifiquement dédié à la question des impacts du changement climatique sur les droits de l'homme. Et bien sûr, je le mentionnais à l'instant, on a eu une décision majeure dans le cadre de l'affaire du siècle. Donc l'affaire du siècle, ça a consisté à attaquer l'État en justice pour inaction climatique, ou en tout cas action climatique insuffisante. Alors, est-ce que déjà tu peux nous expliquer comment ça se passe, ces procès, comment est-ce qu'on fait pour attaquer en justice l'État par rapport à ses propres engagements? En France, mais aussi dans d'autres pays, des associations de citoyens ont attaqué en justice leurs autorités gouvernementales pour leur inaction ou leur action insuffisante contre le changement climatique. À la différence des procès intentés à des compagnies pétrolières, par exemple, les associations pouvaient s'appuyer sur les promesses, voire les lois, votées dans ces pays contenant des objectifs climatiques, en général quantifiés en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, les associations qui ont lancé l'affaire du siècle se sont appuyées sur la loi climat et la stratégie nationale bas carbone, qui fixe des objectifs d'émissions de gaz à effet de serre pour le pays. Ces objectifs ont été établis pour les périodes 2015-2018, puis 2019-2023, etc., jusqu'en 2050, où doit être atteint la neutralité carbone de la France. Soit dit en passant, tous ces chiffres d'émissions sont profondément trompeurs et hypocrites, car ils ne concernent que les émissions territoriales de la France, soit environ 450 millions de tonnes annuelles en 2015 de gaz à effet de serre, en équivalent CO2, alors que l'empreinte carbone véritable de la France, en tenant compte des imports et des exports de gaz à effet de serre, est plutôt d'environ 660 millions de tonnes à cette époque. D'accord, mais maintenant si on en vient aux décisions de justice, en février, l'État avait déjà été jugé responsable pour manquer à ses propres engagements, aux engagements climatiques qu'il avait pris. Et là, il y a tout juste quelques jours, le 14 octobre, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État français à réparer le préjudice écologique du fait du non-respect de ses engagements. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement la semaine dernière? Oui, le procès intenté auprès du tribunal administratif de Paris vient de se terminer avec un jugement qui donne raison aux associations. Le tribunal estime que le gouvernement doit réparer le préjudice écologique dû au non-respect des objectifs de la stratégie nationale bas carbone à hauteur de 15 millions de tonnes de gaz à effet de serre pour la période 2015 à 2018. Et le tribunal donne jusqu'au 31 décembre 2022 au gouvernement
pour le faire. Ouais, donc c'est une victoire majeure pour l'affaire du siècle. Et est-ce que pour autant, il faut s'attendre à ce que d'ici 2022, l'État prenne enfin des mesures à la hauteur des enjeux climatiques ou au minima, comme tu le disais, pour respecter les engagements qu'il s'est lui-même fixés? C'est très spectaculaire en apparence, mais c'est essentiellement une décision symbolique. Pourquoi ? Parce que les conséquences concrètes ne peuvent être équivalente à ce qui est demandé par le tribunal, parce que le tribunal estime que ce n'est pas à lui de déterminer les mesures permettant de réduire les émissions. Son injonction est donc dénuée d'indications concrètes pour la réaliser. D'accord, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne s'attend pas non plus à ce que les juges disent au gouvernement par quelles mesures spécifiques réduire les émissions pour atteindre ses propres objectifs. Par contre, qu'est-ce qui va se passer si le gouvernement ne fait toujours rien ou toujours pas assez ? Les ONG avaient demandé à ce que l'État paye 78 millions d'euros par semestre de retard dans l'application des mesures. Les juges n'ont pas assorti leur décision d'une punition financière, si je puis dire. Alors, à ton avis, qu'est-ce qui peut se passer du coup si on n'y est toujours pas en fin 2022 ? Si l'État, le gouvernement ne parvenait pas à répondre à la demande du tribunal administratif de Paris, la sanction, qui en théorie doit appuyer le non-respect d'un jugement, ne peut guère exister. Faire payer à l'État une amende au trésor public serait d'une absurdité qui n'a échappé à personne. L'intérêt d'une telle démarche judiciaire est, pour l'instant, d'alimenter le débat public sur les politiques climatiques à mettre en œuvre pour économiser l'énergie, diminuer le recours à l'énergie fossile, augmenter les productions d'énergie bas carbone. Donc, c'est évidemment de ce point de vue-là tout à fait utile. Pour que l'intérêt d'une telle démarche judiciaire prenne une autre ampleur, il faudrait imaginer tout autre chose. Par exemple, opinion personnelle, tout élu de la République, quel que soit son niveau d'élection, serait interdit de se représenter à l'élection suivante s'il n'atteint pas les objectifs climatiques votés à l'avance pour la durée de son mandat. Mais là encore, il existerait une solution assez simple pour échapper au futur procès, c'est de modifier à la baisse les objectifs, et c'est d'ailleurs ce qui a été fait pour la SNBC. La SNBC, c'est la stratégie nationale bas carbone, en gros le plan climat de la France. Après le dérapage du premier budget carbone. Donc il faut voir ces péripéties judiciaires non pas comme un outil qui permet d'obtenir ipso facto, du fait du jugement seul, une politique climatique permettant d'atteindre les objectifs, mais en revanche, on peut y voir un outil probablement assez efficace pour animer le débat politique, le débat public sur les politiques climatiques à mettre en œuvre. Merci Sylvestre, on doit s'arrêter là, mais que les auditrices et les auditeurs n'hésitent pas à réagir à tes idées et ton analyse sur les réseaux sociaux. Je retiens en tout cas effectivement ce formidable élan et intérêt qu'a généré l'affaire du siècle. Et puis comme tu le notes, même si les tribunaux ne vont pas faire la loi et les mesures climatiques de demain, d'ici 2022 on aura sans doute un gouvernement différent, en tout cas il y a des élections entre-temps. Donc si au moins ces débats qui sont générés par ces décisions de justice aident à accélérer la prise en compte de ces questions dans les débats politiques en préparation des élections présidentielles et législatives, il me semble que ce sera déjà une grande victoire. Mais je me tourne maintenant vers notre invitée pour discuter de toutes ces questions plus en détail, Marta Torres-Schaub. Marta Torres-Schaub, bonjour, bienvenue dans le climat en question. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste de ces questions de droit de l'environnement et de changement climatique. Vous êtes également chercheuse associée à l'IDRI et vous enseignez le droit de l'environnement à l'université Paris 1 et à Sciences Po Paris. Alors déjà, vous qui suivez de près ces phénomènes dont on vient de parler avec Sylvestre, de judiciarisation des sujets climatiques ou de justice climatique pour le dire plus simplement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce qui est en train de se jouer en ce moment ? C'est assez complexe et très intéressant d'observer ce mouvement de justice climatique qui s'est mis en place depuis finalement 2015, un peu avant la COP 21. Cela consiste à ce que certains groupes appartenant à la société civile, que ce soit des ONG, des jeunes pour le climat, parfois, ce sont des citoyens qui se articulent en fait avec ce mouvement des associations et qui ont décidé que les négociations internationales des Nations Unies
sur les questions climatiques avançait peut-être trop lentement ou ne tenait pas compte d'un certain nombre des demandes de la société civile et à l'aide des quelques juristes spécialisés, de certains universitaires et des avocats qui sont des très bons connaisseurs des droits nationaux à l'intérieur de chaque pays. Ils interpellent les tribunaux dans des différents pays pour que, d'une certaine manière, justice soit faite, ou en tout cas dite, c'est-à-dire ils demandent aux juges d'interpréter le droit qui existe déjà, soit pour qu'ils l'appliquent, parce que parfois les administrations ne l'appliquent pas exactement, soit pour faire bouger un peu les lignes et rendre le droit un peu plus ambitieux avec des objectifs de réduction des gaz à effet de serre plus ambitieux, plus à la hausse. Donc on a des coalitions d'acteurs qui se mettent ensemble, qui décident qu'à un moment donné, l'enjeu de ce siècle, lutter contre le réchauffement climatique, est tellement important qu'il faut faire quelque chose pour pousser les États à agir. Et donc, ils s'en remettent aux tribunaux, ils attaquent les États en justice avec ce qu'on a appelé les affaires du siècle. On les appelle affaires du siècle dans certains pays, pas dans tous. C'est vrai qu'aux États-Unis, avec l'affaire Juliana, c'est la toute première qui est appelée ainsi, The Case of the Century. Après, il y aura l'affaire Urgenda aux Pays-Bas. Se suivront des affaires en Irlande, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et récemment en France avec une autre affaire qui est appelée également affaire du siècle. D'accord, alors je vous pose la même question qu'à Sylvestre. Finalement, est-ce que ça marche? L'ensemble de ces procès donne lieu à des décisions juridiques? Est-ce que ça permet d'accélérer l'action climatique? C'est une très bonne question. Alors, ce sont des décisions judiciaires, pour certaines positives, mais pour d'autres, on ne donne pas raison aux ONG. Mais c'est vrai qu'elles font beaucoup parler, elles sont très médiatiques. C'est un peu ce que les ONG veulent aussi, c'est qu'on se soit rendu public et que le grand public soit au courant de ce mouvement des justices climatiques. Et les juges, ils ont une marge de manœuvre qui est finalement quand même assez limitée. Bon, en termes évidemment symboliques, ça peut être très fort, comme je l'ai dit. Donc l'opinion publique est au courant, s'immobilise aussi, signe des pétitions. Oui, rappelons-le, plus de 2 300 000 signataires pour l'affaire du siècle. D'ailleurs, la pétition est toujours en ligne sur l'affaire-du-siècle.net. Mais les juges, eux, ne peuvent pas interférer dans le pouvoir exécutif ni le pouvoir législatif. Donc les juges sont assez limités et doivent tout simplement contrôler l'action de l'administration ou l'action des gouvernements, ou alors prononcer des injonctions de faire, c'est-à-dire d'une certaine manière dire à l'administration qu'il y a eu une action insuffisante et qu'il faut agir différemment, ou qu'il y a eu une inaction ou un manque d'action ou un manque d'ambition ou un manque de application correcte de la loi. Alors, dans la plupart des cas, c'est vrai que, d'une part, ce genre d'affaires judiciaires prend un certain temps. Donc, entre le moment où il y a une première décision, mettons qu'elle soit positive en première instance, et qui condamne, par exemple, un État, il y aura toujours un appel ensuite, comme ça a été le cas aux Pays-Bas, 3 ans après. Et après, il peut y avoir aussi un pourvoi en cassation. Donc, ça met encore 1 an ou 2. Du coup, effectivement, la décision finale, elle peut s'étaler sur plusieurs années en attendant qu'une autre juridiction donne son verdict final. Alors ça, c'est déjà une première limitation, je dirais, à forcer un gouvernement à agir. Et la deuxième, c'est en général, ce sont des jugements déclaratifs et ce ne sont pas donc des vraies injonctions. Et quand il s'agit des vraies injonctions, le juge dira à une administration « vous n'avez pas agi selon les termes de la loi » ou la loi n'est pas adéquate compte tenu de l'urgence climatique, par exemple, mais le juge n'est pas obligé de sanctionner l'administration et la sanction n'arrivera qu'en tout dernier recours, après plusieurs années, si le juge constate
que l'administration n'a pas mis en œuvre la première décision injonctive. Du coup, la sanction, elle peut venir plusieurs années plus tard. Donc, ça prend également du temps, vous voyez. Oui, enfin, ce que je vois, c'est que ces procédures paraissent donc très longues. Et justement, le temps, c'est ce qui nous manque pour faire face à l'urgence climatique où on aurait besoin d'action tout de suite. Donc il faut espérer que ces procès forcent les administrations, les États à agir plus rapidement. Oui, non, je ne suis pas si certaine que ça, parce que figurez-vous que par exemple, sur les questions de pollution de l'air, on doit quand même faire le parallèle par rapport au changement climatique. Il y a déjà des jurisprudences bien établies et l'administration française a déjà été condamnée, par exemple, par le Conseil d'État à plusieurs reprises et elle avait été précédemment aussi condamnée par la Cour européenne de justice parce que la France avait pris beaucoup de retard dans la mise en œuvre de la directive sur la pollution de l'air et elle n'était pas à jour sur les seuils des contaminations en fait qu'il fallait respecter. Et donc la France a eu des amendes à payer et actuellement c'est ainsi que cela se présente. Donc pour les questions climatiques, ça pourrait très bien évoluer de la même manière. Oui, c'est un exemple très intéressant, je trouve, parce que ça montre bien la difficulté et le temps que cela peut prendre pour mettre en œuvre des engagements qui ont pourtant déjà été pris. Et puis ça montre aussi l'importance de l'articulation entre des engagements nationaux, internationaux et la mise en œuvre finalement très quotidienne qui va influencer la qualité de l'air qu'on respire tous les jours. Et justement, je parlais avec Sylvestre tout à l'heure de la COP26. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette articulation entre les différents droits et comment est-ce que au niveau international, où il n'y a pas de juge international qui peut punir les États qui ne respectent pas les engagements pris lors de l'accord de Paris, qu'est-ce qui peut finalement se passer? À quoi peut servir cette COP26? Alors pour moi, si vous voulez, le droit, c'est pas seulement les juges, le droit, c'est aussi le droit international et donc l'évolution favorable de l'accord de Paris, en essayant de le rendre peut-être plus applicable dans certains pays, clarifier un certain nombre des points, rendre peut-être plus dur un certain nombre des obligations. Donc ça, c'est déjà du droit. Ensuite, il y a le droit européen qui est en train de prendre aussi une voie, je dirais, climato-friendly, donc avec un certain nombre de dispositions avec le Green Deal qui vont aller dans ce sens aussi. Et puis les différents États qui doivent d'abord s'aligner sur les accords de Paris dans leurs droits nationaux et ensuite sur les pays européens, sur les objectifs européens aussi. Donc ça, c'est dit droit aussi. C'est pas seulement le juge. Et je pense d'ailleurs que ces actions-là en justice devant les juges peuvent avoir un effet vertueux consistant à ce que les différents États comprennent qu'ils doivent faire quelque chose parce que justement ces voies juridiques qui n'avaient pas été encore activées et ces voies judiciaires désormais c'est une réalité, elles peuvent être activées. Donc il s'agit effectivement, je dirais, d'une co-construction vers un droit du changement climatique un peu plus ambitieux pour essayer quand même de s'aligner sur cet objectif de rester en dessous des 2 degrés, si possible à 1,5 degré. On a beaucoup parlé de la responsabilité des États. Avant de conclure, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la responsabilité des entreprises, puisqu'on voit un mouvement assez similaire où les entreprises sont attaquées en justice pour leur inaction climatique. C'est effectivement la question qui est en train d'émerger. Ça avait commencé aux États-Unis avec des actions judiciaires contre ce qu'on appelle les carbon majors, donc des entreprises, des grandes multinationales qui opèrent leurs activités dans le domaine des énergies fossiles. Et après, ça a été le tour de l'Europe. Alors d'abord en France, effectivement, il y a 2 actions actuellement ouvertes contre une grande entreprise multinationale. Une des plaintes est parce qu'elle n'a pas bien cartographié les risques climatiques dans son rapport extra-financier, alors que selon la loi française devoir de vigilance des entreprises multinationales, elle aurait dû le faire. Et la deuxième affaire, également concernant la même entreprise, également en France, c'est plutôt par rapport à des questions des droits de l'homme et environnementales, pas uniquement climatiques. Et on a connu une affaire aux Pays-Bas
Pays-Bas contre également une entreprise pétrolière, l'entreprise Shell, qui a été condamnée sur la base de son duty of care et de son devoir des diligences parce qu'elle n'avait pas respecté finalement son... disons, il n'avait pas pris suffisamment des préventions et des précautions et des vigilances concernant ses activités par rapport aux impacts que cela pourrait avoir sur le changement climatique. Donc les entreprises, elles commencent aussi à devenir des acteurs ciblés également par les ONG et les citoyens, parfois aussi par des associations des maires ou certaines villes qui forment des coalitions et qui déposent des recours en justice pour des responsabilités diverses et variées. Ça peut aller de la transparence dans les informations aux actionnaires jusqu'à l'information aux consommateurs concernant les différents produits, mais ça peut se fonder aussi sur la base de ce devoir des diligences et des vigilances dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est assez varié. Voilà, les entreprises maintenant, elles aussi, il faut qu'elles fassent attention. Alors est-ce que ça devrait être ça finalement notre conclusion ? Il va falloir que les États et les entreprises fassent attention, non seulement qu'ils prennent des engagements à la hauteur de l'urgence climatique, mais aussi qu'ils prennent des mesures sérieuses pour mettre en œuvre ces engagements. Et est-ce que, à votre avis, c'est vers ça qu'on se dirige dans les années à venir ? Est-ce que ce ne serait pas ça finalement, je dirais, la plus grande victoire de ces mouvements et de ces affaires du siècle ? À mon avis, ce type d'action ne fait que commencer. Ça va probablement se multiplier parce qu'en plus, les ONG elles sont en contact les unes avec les autres. Donc, ils forment aussi des coalitions. Elles sont très actives sur ces questions. De plus, la question climatique, d'un côté, elle fait face aussi au monde de la finance et donc à certaines responsabilités aussi en matière financière et d'investissement. Donc, cela monte aussi en puissance, ce type de nouvelle action. Il y a des banques, des grandes banques qui se sont penchées déjà sur ces dénommés risques financiers, risques transition, voire même la montée des risques contentieux, puisque un certain nombre d'établissements financiers doivent tenir compte de la montée des risques climatiques et donc pouvoir de cette manière-là faire face à ces nouveaux risques qui arrivent, que ce soit en matière assurantielle, mais également en matière d'investissement, et de la même manière surveiller le type d'investissement qui est fait par certaines entreprises ou certains établissements financiers pour veiller à ce que ce ne soit pas des investissements dans les énergies fossiles, mais que ce soit plutôt des investissements soutenables. Donc je pense qu'on est en train de voir émerger tout cela, on n'est qu'au début. Et par ailleurs, il y a aussi des liens avec des questions des droits de l'homme, par exemple, ou même des questions liées à des ressources naturelles, même des activités liées à l'exploitation des mines ou autres types d'activités, par exemple industrielles. Donc je pense qu'on n'est qu'au début de ce mouvement. Eh bien, merci beaucoup Martha Toréchov d'avoir été notre invitée dans le climat en question aujourd'hui. Et comme d'habitude, un grand merci aussi à Karim Baldé, Fabrice Étifier et Alexandre Carrier, ainsi qu'à Clément Sondon pour la musique originale de ce podcast fait maison. Et si vous aimez le climat en question, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast ou par email, le climat en question avec un s @ecomail.fr. Et on se retrouve dans 2 semaines pour notre prochain épisode.